Écoutez, je vous propose qu'on commence en attendant les derniers retardataires. Donc, on va, comme d'habitude, faire une petite prière, élever nos pensées vers Dieu, notre Père, qui nous envoie tous ces bons esprits, ces guides spirituels pour nous aider à avancer, à trouver notre chemin, surmonter les difficultés du quotidien et qui demande de nous juste cet effort de rester en contact avec eux, de nous élever autant que possible par l'étude, par la prière, par les bonnes pensées. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin, euh, en espérant que ces enseignements nous soient utiles aussi dans ce sens, la compréhension de ces lois naturelles qui gouvernent le monde spirituel et les relations entre le monde spirituel et notre monde physique, que nous puissions les comprendre, les mettre en pratique et aussi qu'elles puissent être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous pour cette étude ce matin. Voilà. Donc, je vous ai mis le programme. Donc, on est déjà le 2 février. On est toujours dans le premier module, Introduction à l'étude du spiritisme. Les cours précédents sont déjà sur les chaînes YouTube, Regard Spirit et Alan Kardec, pour ceux ouais, qui sont venus en cours de route ou qui ont perdu une session pour une raison ou pour une autre. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans ce même module, mais on va voir Alan Kardec. Qui était Alan Kardec, le professeur et codificateur. On va essayer d'expliquer aussi ces mots-là. Hop, voilà. Donc, on ne va pas faire tout le détail, mais on va voir quels sont les aspects les plus importants de sa vie, qu'est-ce qu'il était avant d'être Alan Kardec. Et on va voir aussi bah, pourquoi il est venu et puis qu'est-ce qu'il a eu comme mission, quoi, notamment quand on parle de codificateur. Beaucoup de personnes, et d'ailleurs, ce qui a d'ailleurs marqué même sur sa tombe, au Père Lachaise, sur le dolmen, a marqué fondateur du spiritisme. Alors qu'en fait, ce mot fondateur va un peu trop loin, puisque ça pourrait sous-entendre que c'est lui qui a émis les idées qui composent la philosophie spirit, alors que c'est pas vrai. Les idées qui composent la philosophie spirit ont été données par les esprits, et donc son rôle, c'était uniquement de les organiser, de les mettre en ordre, et puis de les reproduire dans des livres. Et c'est pour ça qu'on parle du livre des esprits. C'est un livre où des questions ont été posées par diverses personnes, y compris Kardec lui-même, et les réponses ont été données par les esprits dans diverses circonstances, comme on l'a vu, non, comme on le verra la semaine prochaine sur la méthodologie. Donc, voilà, les réponses que vous trouvez dans le livre des esprits sont données par les esprits et ne sont pas une conception personnelle d'Alan Kardec. Donc, son rôle, c'était de classer, de mettre en ordre, de trier toutes ces réponses, de les comparer, de voir éventuellement les contradictions, d'essayer de les lever. Et c'est pour ça qu'on dit le codificateur. C'est lui qui a codifié, qui a mais, euh, transformer ces questions et réponses qui étaient un peu éparses, de diverses origines, en un cours de philosophie ordonné, clair et cohérent. Mais encore une fois, le contenu ne vient pas de lui, le contenu vient des esprits. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire qu'il... pourquoi lui, On va essayer de comprendre. Donc, son vrai nom, vous le voyez ici, Denisard Hippolyte Léon Rivail. Ça, c'était le nom, c'est le nom qui figure sur son acte de naissance, qu'on peut retrouver assez facilement aux archives du Rhône ou de la ville de Lyon, qui sont déjà en ligne. Il est né le 3 octobre 1804. Alors, il faut savoir le convertir je crois, c'est l'an 7, c'était encore le calendrier républicain à l'époque. Et il est né à Lyon.
Mais contrairement à ce que disent beaucoup de biographies, il a jamais vécu à Lyon, hein. Il est juste né là-bas, hein. C'était un établissement thermal, rue Sala, hein, d'eau thermale, dont une des propriétés, c'était d'aider les mères qui avaient des difficultés à avoir des enfants, hein. Donc, voilà pourquoi il est né là-bas. Mais en fait, il a grandi à Bourg-en-Bresse, ou mieux, à Bourg-en-Bresse et un peu à côté de Bourg, une ville qui s'appelle Saint-Denis-les-Bourgs, hein, dans le département de l'Ain. C'est là où il a passé son enfance, hein. Ses parents habitaient à Bourg-en-Bresse. Son père était très souvent en voyage, hein. Il était à Paris le jour où il est né, c'est ce qu'on sait de l'acte de naissance. Et ce qu'on sait aussi, c'est que son père a disparu quand il avait, vers 1807, hein, donc quand Hippolyte avait 3 ans. Son père a disparu. Donc il y a différents documents qui le disent, hein, dans des jugements de notoriété à l'époque. Bon, ben, la femme n'avait pas beaucoup de droits. Il dépendait beaucoup l'épouse dépendait beaucoup du mari, notamment pour toutes les formalités administratives. Et donc, à partir du moment où l'homme disparaît, comme c'était le cas, c'était assez difficile pour la femme les héritages, vendre un immeuble, ce genre de choses, de pouvoir le faire sans le mari. Mais heureusement, elle avait une procuration du mari qui l'autorisait à faire tout ce qu'elle voulait, hein. Mais il fallait chaque fois qu'il y ait un jugement de notoriété, un juge qui se prononce pour dire oui, le mari, hein, donc Jean-Baptiste Antoine Rivail, le père de Kardec, était effectivement disparu à cette époque-là. Donc depuis 1807, il n'y avait plus de nouvelles de lui. Voilà, donc il a grandi avec sa mère, hein, son oncle maternel, donc le frère de sa mère. Sa mère s'appelait Jeanne-Louise Duhamel, son oncle François Duhamel, et sa grand-mère maternelle, hein, la veuve Duhamel, qui était, son mari, c'était Benoît-Marie Duhamel, c'était quelqu'un de très connu dans le département de l'Ain, mais qui a malheureusement été guillotiné pendant la Révolution, juste après la Révolution en 1894, 1794, pardon. Christiane? Oui, excusez-moi, Charles, mais quand vous dites disparu, vous ne voulez pas dire qu'il était décédé, vous voulez dire qu'il était parti. Alors, les jugements de notoriété disent, enfin, un d'eux, celui de 1832, quand il s'est marié, il dit disparu sans nouvelles, probablement mort en Espagne il y a 25 ans. Donc 1832 moins 25, ça fait bien 1807. Et donc ça, c'était la version des juges. Alors, effectivement, on est quand même allé. Alors, un jour, il y a eu enfin, il y a un groupe un généalogiste catholique, mais qui est malheureusement un peu fanatique, hein, qui cherchait toujours à salir Rivail en disant que c'était un fricard, pas sérieux, etc. Donc il a dit, vous voyez, vous les spirites, vous mentez parce qu'on a trouvé que son père est mort à Périgueux en 1835. Ah bon? Alors on est allé voir, effectivement, son père est bien mort à Périgueux en 1835. Donc, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, une fois que, c'est bien, dans les recherches, une fois qu'on a une ficelle, on tire, hein, et puis on voit que on peut chercher aussi sa succession, hein, et sa succession, il y a un paragraphe qui dit, bah, il était logé chez un cafetier, hein, donc il est mort logé chez quelqu'un, à qui il lui avait fait aussi une espèce de procuration en me disant, ben, tout ce qui est à moi, c'est à toi le jour où je meurs. Et quand le cafetier est allé voir, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien, hein. Il bénéficiait d'une rente, d'un capital qui ne lui appartenait pas à lui, qui appartenait à une dénommée Marie Lavaur. Et quand on est allé voir qui était cette Marie Lavaur, veuve Trémoulet de Lessal, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Ben, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle habitait à Lessal, donc en Dordogne. Et quand on cherche dans les archives de cette ville-là, on voit le mariage de sa fille vers 1815. Et bah, bien sûr, le Jean-Baptiste Antoine Rivail, il habitait bien à la même adresse que cette dame, etc. Donc on en a déduit que
il a abandonné sa famille et puis il est allé se mettre avec quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc ça, c'est la vérité sur son père, soi-disant disparu. Alors, est-ce que la mère le savait ou pas? Ça, on ne le sait pas. Hein. Est-ce que c'était une séparation, entre guillemets, arrangée ou pas? C'est possible, mais on n'en a pas la certitude. On n'a pas les. Évidemment, ce genre de choses, c'est un peu plus délicat. Voilà, on ne le retrouve pas aussi facilement dans les documents officiels. Mais voilà, donc on a retrouvé sa trace. Hein. Merci. Donc, mais en tout état de cause, pour Denisard Hippolyte, qui a d'ailleurs changé l'ordre de ses prénoms lui-même, hein, il s'est toujours appelé Hippolyte Léon Denisard, hein, il a mis le Denisard en troisième. Ça ne change rien puisqu'il a été éduqué par les trois personnes que je vous ai dit, donc sans son père. Et puis alors sa mère, c'était apparemment une personne très, très bien, très pieuse, etc. Hein, mais son oncle, pareil, c'était quelqu'un qui, comme on le verra un peu plus tard, vicié au jeu et qui a ruiné la famille. Enfin bref, c'était pas non plus quelqu'un de très sérieux. Et voilà donc où il a grandi. Et donc sa mère et sa grand-mère, enfin ces trois personnes ont quand même réussi à lui donner une éducation. On n'a pas encore trouvé l'école primaire où il étudiait. Ça aussi, c'est assez difficile à rechercher. Il n'y a pas beaucoup d'archives sur ces écoles. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, hein, dans le département de l'Ain. Mais ce qu'on sait, c'est que quand il avait une dizaine d'années, hein, entre 10 ans et 15 ans à peu près, il est allé étudier à Yverdon, en Suisse, dans le fameux institut de Johann Heinrich Pestalozzi, qui était un éducateur parmi les plus connus à l'époque, hein, qui suivait la méthode de Rousseau qu'il avait développée. Et donc, cet institut, c'était un des plus renommés de l'époque, qui devait certainement coûter. Hein. Donc, la famille a fait des efforts financiers pour qu'il puisse étudier là-bas. Et il y est resté environ 5 ans, hein, entre 1800, on ne sait pas exactement quand, 1815 et 1820. Hein. On a d'ailleurs trouvé, on est allé chercher à les archives d'Yverdon, on a trouvé les lettres du maire d'Yverdon au service qui s'occupait des visas de permanence, qui parlait effectivement de Jeanne-Louise Rivaille, née à Marboz, hein, c'est comme ça qu'on les a retrouvés, et dont le fils étudie à l'Institut. Hein. Donc on a trouvé aussi des preuves comme quoi, ben, à cette époque-là, il habitait là-bas avec sa mère. Voilà. Alors ça a été très bénéfique pour lui parce que autant en France, même à cette époque-là, déjà un peu après la Révolution, la seule religion connue et autorisée jusqu'à la Révolution, c'était la religion catholique. Donc, il a grandi en tant que catholique, mais en arrivant à Pestalozzi, eh ben, il y avait beaucoup de protestants, des Allemands, des Suisses, il y avait des Russes, des Grecs. Donc, il y avait vraiment un mélange de culture et de religion qui lui a donné cette grande ouverture culturelle. Hein. C'est pour ça qu'il parlait très bien l'allemand, il parlait aussi l'anglais. Et tout ça, en fait, il l'a acquis dans ce fameux institut dont les méthodes d'enseignement étaient assez révolutionnaires à l'époque, et qu'ils sont d'ailleurs toujours, hein, de pousser les enfants à observer eux-mêmes les phénomènes de la nature et de les aider à en déduire les lois qui gouvernent les phénomènes de la nature. C'est autre chose que de prendre des livres et d'apprendre par cœur. C'est comme ça que fonctionnait Pestalozzi. Voilà. Donc, c'était jusqu'en 1820. Et après, entre 1820 et 1822, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1822, sa mère et son oncle ont vendu certains de leurs biens, des maisons qu'ils avaient à Bourg-en-Bresse, et sont allés s'installer à Paris, euh, au, euh, euh, dans la... Alors, zut, il y a le nom de la rue qui m'échappe. C'est une rue qui existe toujours à Paris, mais il n'existe qu'une petite portion de cette rue, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le boulevard Saint-Michel, hein, Haussmann n'était encore pas passé par là.
Et donc aujourd'hui, cette adresse, quand on regarde sur les plans de l'époque, elle est toute proche en fait de la Sorbonne, hein. Donc ses parents avaient apparemment donc misé, hein, sur la carrière de leur fils, hein, qui se dirigeait vers une carrière pédagogique. Et de fait, il a rue de la Harpe, voilà, c'est revenu. 115 rue de la Harpe. Alors aujourd'hui, la rue de la Harpe, elle s'arrête au numéro 20 ou 30, hein, elle s'arrête au niveau du boulevard Saint-Germain, pour ceux qui connaissent Paris. Mais à l'époque, elle remontait jusque à la place Saint-Michel, hein, et c'est donc par là-bas, près de la place de la Sorbonne, qu'ils habitaient. Et le pâté de maison existe toujours. Les maisons ont été refaites, mais notamment on voit comment dire, l'encadrement de la porte, hein, en pierre de taille, qui a apparemment été conservé de l'époque. Et donc, c'est à partir de 1822, donc il s'est installé à Paris. Il a écrit un livre, hein, un traité d'arithmétique suivant la méthode de Pestalozzi, avec des améliorations, etc., qu'il a publié donc en 1823. Donc, il avait 19 ans. À 19 ans, il a publié son premier livre d'enseignement, quoi, hein. Ensuite, ben, il a fondé une école primaire qui fonctionnait rue Richet à Paris. Puis, elle a grandi, hein, elle est allée s'installer rue Vaugirard, hein. Il n'y avait pas que les écoles, les classes élémentaires, il y avait aussi les classes secondaires. Et en 1832, elle a grandi encore plus, et donc il est allé s'installer au 35 rue de Sèvres. Donc, c'est une adresse qui existe toujours, un local qui appartenait aux Jésuites, qu'il avait loué aux Jésuites pour son institut qui s'appelait l'Institut polymatique. D'accord? Et donc cet institut polymatique a fonctionné là-bas entre 1832 et 1840. Il s'est marié cette année-là, donc en 1832, avec une dame qui s'appelle Amélie Gabrielle Boudet, hein, et donc c'était sa compagne jusqu'à la fin de ses jours. Elle était fille de personnes. Elles habitaient à Château-du-Loir, dans la Sarthe, hein. Et donc, euh, le mariage, c'était en 1832. Et puis sa mère, en fait, elle est morte juste après, aussi en 1832, au mois de juillet. Il a donc perdu sa mère. Donc il n'y avait plus que lui, son épouse et puis son oncle, hein, le fameux François Duhamel, qui est resté avec eux jusqu'en 1855. Il est mort en 1855, déjà au 8 rue des Martyrs, hein, qui est l'adresse bien connue où il a commencé le spiritisme. Et les premières années de la Société parisienne des études spirites se sont passées là-bas. Disons, il habitait là-bas, d'accord? Alors en 1840, il a dû fermer son institut. Les biographes disent que c'est l'oncle qui était vicié au jeu qui a ruiné la famille, donc il a été obligé de le vendre à un dénommé Pitolet, hein, qui l'a repris, hein. Et donc, dans cette décennie de 1840, sa vie était un peu plus compliquée. Autant tant qu'il était chef d'institution, comme on disait à l'époque, hein, euh, d'institutions d'enseignement, on s'entend. Il participait à plusieurs sociétés savantes, hein, notamment la Société d'histoire naturelle, l'Institut historique, où il côtoyait des gens comme Ampère, comme euh, euh, vraiment tous les gens fameux de l'époque, hein, les intellectuels parisiens. Il les avait côtoyés dans ces différentes sociétés savantes auxquelles il appartenait. Alors, on a des preuves de ça, hein. On a retrouvé les documents et les diplômes. Pour ceux que ça intéresse, bon, vous trouverez assez facilement, je pense, sur les mêmes chaînes YouTube je vous ai parlé, hein, donc des conférences qui ont été faites sur l'histoire d'Hippolyte Léon-Denis Rivail à cette époque-là. Et donc en 1840, c'était un peu plus difficile. Il a essayé diverses autres activités, notamment dans une société d'assurance, dans des théâtres. Voilà, il était administrateur, quoi. Mais c'est donc en 1844 que son épouse, Amélie, a fondé un institut d'éducation pour les jeunes filles, une pension pour les jeunes filles.
qui fonctionnait dans une rue qui s'appelle rue Mauconseil, entre 1844 et 1850. Et donc, lui, il y participait. Il a aussi profité, évidemment, pour continuer à écrire et à réviser ses ouvrages pédagogiques, hein. Il en a écrit 7 ou 8 en tout. Et il donnait aussi des cours dans des écoles ou dans des institutions qui étaient dirigées par des amis à lui. Voilà. Donc, il faisait en gros des petits boulots pour survivre. Dans ces années-là, donc en 1847, il y a ses beaux-parents qui sont décédés, tous les deux, hein, un mois d'intervalle. Donc, ils ont certainement eu un héritage, ce qui a fait qu'en 1849, il a pu acheter une petite propriété qui s'appelle d'ailleurs toujours la Villa Ségur à Paris. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, si vous allez avenue de Ségur, bon, ce sont des énormes beaux bâtiments et tout qui valent très, 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 très cher le mètre carré. Eh ben, c'est là-bas où, à l'époque, c'était pas du tout urbanisé. Il n'y avait bien sûr pas la Tour Eiffel encore, qui est venue qu'en 1889. C'était un petit peu les jardins de Paris. C'était à l'intérieur de la ceinture, mais il y avait des vignes, des arbres fruitiers. C'était des jardins avec des petites maisons, quoi, hein. Et c'est exactement au même endroit qui s'appelle aujourd'hui encore Villa Ségur, hein. Quand vous allez sur Google, vous pourrez le trouver. Et là, bah, on a trouvé exactement le périmètre de ce qui lui appartenait. Si c'était aujourd'hui, hein, ça se chiffrerait à des dizaines, peut-être même plus de millions d'euros, hein. Et donc, euh, c'est ça qui lui a donné une certaine assise, je dirais, une certaine sécurité, hein. Et donc, dans les années 1850, ils ont été obligés aussi de fermer cette pension pour jeunes filles, hein, pour d'autres diverses raisons. Et donc, ils continuent à travailler notamment comme comptable. Ils faisaient la comptabilité à la librairie, à la succursale parisienne de la librairie Pélago. C'était une librairie qui éditait des livres catholiques à Lyon, hein, qui avait une succursale à Paris, et aussi au journal L'Univers, qui était un journal aussi catholique, hein, à Paris. Entre autres, hein, il a aussi fait un brevet, il a breveté un système de siphon à l'époque où il construisait les égouts à Paris pour éviter que les odeurs des égouts ne remontent dans la rue. Enfin, il a essayé aussi, encore une fois, de travailler dans le théâtre. On a trouvé pas mal de traces d'activité. Il a essayé de faire ce qu'il a appelé Rivail et compagnie, donc une société, le bazar des choses bon marché. C'était, il projetait d'avoir un local où il recevait des objets de bon rapport qualité-prix qu'il pouvait revendre, hein. Je dis toujours, quand je parle de ça, c'est un peu Amazon avant l'heure et sans le digital, quoi. Malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné non plus, parce que sa mission, c'était pas celle-là, c'était autre chose, hein. Et donc, voilà, et donc son oncle, qui est mort en 1855 aussi, à cette adresse qu'il habitait à l'époque, qui était le 8 rue des Martyrs. Et là, d'ailleurs, l'appartement 8 rue des Martyrs, l'immeuble du fond au deuxième étage à gauche existe toujours et il est à louer sur Airbnb, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on a eu un contact avec le propriétaire il y a quelques années qui voulait nous le louer pour faire un musée, mais bon, pareil, les loyers dans ce quartier-là, la rue des Martyrs, c'est énormément valorisé, c'est absolument hors de portée pour les bourses Spirit, quoi. Et donc, en 1854, hein, donc il s'appelait Hippolyte Léon Denis Rivail, c'est lui-même qui a interverti l'ordre des prénoms. Normalement, le nom d'une personne et les prénoms, c'est l'acte de naissance qui fait foi. À l'époque, il prenait quelques libertés, quoi, il changeait le sens. Parfois, il y avait un prénom qui n'existait pas dans l'acte de naissance, hein. C'est comme quand on a cherché l'acte de naissance du père de Gabriel Delanne, qui s'appelle Alexandre Delanne. On a eu du mal à le trouver parce que quand il est né, il ne s'appelait pas Alexandre. Alexandre, c'est un nom qui est venu par après. Ça fait partie de ces petites difficultés quand on fait des recherches d'état civil sur ces personnages.
Et donc, c'est en 1854. Alors là, on a ces informations des œuvres posthumes, hein, où il avait lui-même commencé à écrire son histoire. Il avait laissé ça dans les manuscrits quand il est mort, et c'est Pierre Gaëtan Lesmarie qui les a publiés 20 ans après sa mort, en 1889, dans les œuvres posthumes. 1889, c'était aussi le centenaire de la Révolution, l'inauguration de la Tour Eiffel, voilà, l'exposition universelle, les gens passent, hein, Paris avait bien changé dans cet intervalle. Et donc, il dit lui-même, hein, c'est en 1854 qu'il a pour la première fois entendu parler des tables tournantes. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, les tables tournantes, ça avait commencé en 1850. Hein. Donc, c'est assez étonnant. On n'a pas trop compris pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il était absorbé dans ses activités de comptabilité et autres, hein, pour les journaux catholiques et la librairie catholique. Qui, comme il s'intéressait au magnétisme, hein, qu'il n'ait pas entendu parler de ces tables tournantes avant, donc plus tôt, 1 ou 2 ans ou 3 ans plus tôt, dès qu'elles sont arrivées à Paris. Bon, c'est lui-même qui nous le dit que la première fois qu'il en avait entendu parler, c'était en 1854, par quelqu'un qui était assez enthousiaste, et donc il disait, oh, bizarre, il me raconte des carabistouilles, etc. Et il ne portait pas trop d'attention. Ensuite, ben, un peu plus tard, ben, il fallait que ça se fasse. Il rencontre d'autres personnes beaucoup plus sérieuses qui lui disaient un peu la même chose. Les tables bougent, mais en plus, elles répondent à des questions. Il a dit, ah non, mais attends, la table n'a pas de cerveau, comment est-ce qu'elle peut répondre à une question? Donc, il était sceptique au départ. Hein. Et donc, il a accepté une invitation, hein, de ces personnes sérieuses et il est allé voir. Et donc là, avec la méthode Pestalozzi, hein, d'observer les phénomènes de la nature pour essayer d'en déduire les lois qui les gouvernent, mais il avait tout de suite vu que c'était authentique. Il n'y avait pas de ficelle, il n'y avait pas de levier, il n'y avait pas de triche, hein, que la table effectivement bougeait. Et il avait pu constater aussi que la table, en fait, donnait des réponses à des questions. Et donc, alors, l'avantage chez Kardec, c'est que il l'a vu et il a tout de suite vu que c'était authentique, quoi. Alors que vous avez des hommes de science qui ont passé toute leur vie à démontrer que c'était vraiment authentique. Lui, il ne s'est pas arrêté là. Il a vu, non, c'est authentique. Il n'y a pas de discussion possible. C'était son opinion personnelle. Il n'a pas essayé de le démontrer. Il a dit, mais regardez, ça se produit partout. Il y avait effectivement à l'époque, il fréquentait, quand il a commencé à s'intéresser au sujet, une dizaine ou même plus de groupes qui faisaient ce genre d'expérience et que ça se reproduisait de la même façon un peu partout. Donc pour lui, il n'y avait aucun doute, quoi. C'était un phénomène authentique. Hein. Et donc, en appliquant cette méthode d'observation, hein, qu'est-ce qui fait bouger les tables? Hein, ben, il a posé la question aux esprits, hein, où la question a été posée en disant, mais vous êtes qui faites bouger ces tables? Ben, on est des esprits. On était comme vous, vivants, et on est mort, et puis maintenant on est dans le monde spirituel, et parce que là, il y a quelqu'un qui nous prête son fluide, un médium à effet physique, hein, c'est ce qu'il a établi par après. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire bouger des objets matériels. Hein. Donc c'est comme ça qu'il a commencé. Hein. Et donc, il a multiplié les questions, multiplié les séances dans différents groupes. Des tables, il a vu aussi les expériences avec les corbeilles, une corbeille avec un petit levier et puis un crayon, hein, qui écrivait les messages comme ça en spirale. Hein. Les médiums mettaient la main sur la corbeille. Je vous défie d'écrire quelque chose comme ça, et pourtant, voilà. Et après, ben, ils étaient passés à la psychographie, c'est-à-dire le médium prenait directement le crayon dans la main et écrivait. C'est ce qui lui permettait d'avoir des réponses, comment dire, plus longues et plus consistantes que avec la table ou avec les corbeilles. Et donc, vous voyez, entre 1854 et 1855, quand il a vraiment commencé à observer le phénomène, jusqu'au 18 avril 1857, donc 2 ans plus tard, là, il a publié la première édition du Livre des Esprits. Et on a même trouvé une trace du Livre des Esprits, au moins une partie qui était déjà, qui circulait déjà confidentiellement en 1856. On n'a pas trouvé d'exemplaire malheureusement, mais on a trouvé un journal, une revue du magnétisme qui en parle. Ça s'appelait Les Livres des Esprits à l'époque, hein, le titre qu'il avait donné. Et il n'y avait pas encore le nom Allan Kardec, il y avait un nom qui s'appelait Villarius. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce nom?
Eh ben, quand vous prenez le mot Villarius, vous enlevez la terminaison us qui est romaine, et vous avez les lettres du nom Rivail. Donc on s'est dit, ben, c'était peut-être, voilà, quand il cherchait un pseudonyme, il ne voulait pas mettre Rivail parce qu'il était déjà connu en tant qu'éducateur avec ce nom-là, donc il ne voulait pas qu'on puisse le soupçonner d'avoir utilisé le fait qu'il était connu pour promouvoir quelque chose d'autre, hein. Donc c'est pour ça qu'il a choisi de prendre un pseudonyme assez rapidement. Et puis donc c'est au dernier moment, semble-t-il, un peu avant le 18 avril, que, en ayant des communications d'esprit, certains esprits lui ont dit, moi je t'ai connu du temps des Gaulois et à l'époque tu t'appelais Allan Kardec, et donc où il a adopté ce pseudonyme. D'accord? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, voilà. Et donc la première euh, édition du livre des esprits, dont on a des exemplaires, hein, digitalisés. Enfin, voilà. Il y avait 512 questions et réponses. Et vous aviez donc, chaque page était en deux colonnes. Le format était un peu plus grand. La colonne de gauche, c'était les questions. Et sur la colonne de droite, il y avait les réponses et les commentaires. Christiane? Oui, j'ai entendu dire que Alan Kardec n'était pas médium et que le livre des esprits a été écrit en récapitulant ce que beaucoup de médiums avaient eu comme réponse. Pouvez-vous apporter un éclaircissement? Oui, c'est bien ça, hein. C'est-à-dire que Alan Kardec lui-même n'était pas médium. Il était certainement médium comme chacun, hein, c'est-à-dire avec de l'inspiration, de l'intuition. Mais lui, il n'était pas médium écrivain ou parlant ou voyant ou auditif. Il n'avait aucune de ces médiumnités. Donc, il a été obligé d'utiliser plusieurs médiums, hein, donc dans les différentes séances. Et parmi ces médiums, donc, il y en a certains qui sont connus, certaines qui sont connues. Il y avait les demoiselles Baudin de la famille Baudin, donc Pélagie et le nom de la deuxième m'échappe, qui avait contribué, hein, chez M. Baudin, qui était euh, un des endroits où étaient organisées des séances régulières auxquelles participait Alain Kardec, hein. Enfin Alain Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail à l'époque. Et donc, ces deux jeunes femmes ont effectivement reçu, elles ont reçu beaucoup de ces réponses. Mais il n'y avait pas qu'elles. Il y avait une autre dame qui s'appelait Céline Jaffé, de son nom commercial, puisqu'elle était somnambule et elle se faisait payer pour son somnambulisme, hein, avec son magnétiseur. Et donc, elle aussi, elle s'est mise à disposition, puisqu'elle habitait aussi rue des Martyrs à l'époque, donc pour faire la révision du livre et puis pour des questions-réponses complémentaires, hein. En fait, une fois que le livre a été ébauché, il y a eu toute une révision qui a été faite avec les esprits. Et donc, la personne qui l'avait pour contacter les esprits à cette époque-là, c'était Céline Jaffé, qui de son vrai nom s'appelait Céline Becquet. Mais ce n'est pas les seuls, effectivement. Il fréquentait divers autres groupes auxquels participaient les pionniers de l'époque, notamment Victorien Sardou, hein, le fameux acteur de théâtre, hein, qui est mort au début du XXe siècle, et M. Tiedemann. Voilà, on connaît les noms de plusieurs personnes qui participaient à ces divers groupes. Et quand ils ont vu le sérieux du travail qu'il faisait, ils lui ont remis des cahiers où ils avaient pris les notes des questions et des réponses des séances qui ont eu lieu depuis que ça avait commencé au début des années 1850, hein. Donc, il a reçu tout ce matériel, hein, et avec les questions que lui-même a encore posées, hein, quand il a commencé à les mettre en ordre, il y avait des lacunes, hein, et pour combler ces lacunes, il a posé d'autres questions qui ont été répondues essentiellement par les sœurs Baudin. Et donc, c'est cet ensemble-là, compilé et revu avec l'aide de Céline Jaffé, qui a donné la première édition du Livre des Esprits, avec 502 questions et réponses. J'ai dit 512, mais c'est 502. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est pas venu d'une seule personne ou d'un seul médium ou d'un seul groupe, hein. Ce travail de compilation a été fait avec plusieurs sources qui étaient encore relativement indépendantes à l'époque, hein. Donc, voilà.
Et donc, c'est le 18 avril 1857 qu'a été lancé le livre des esprits, qui est apparu le pseudonyme Allan Kardec, qui n'existait pas avant, et qui est apparu aussi le mot spirit et spiritisme. Hein, le mot spirit et spiritisme n'existait pas, ces mots-là n'existaient pas en langue française avant le 18 avril 1857. D'accord? Ce sont donc des néologismes, des nouveaux mots qui ont été inventés par Kardec et définis par lui. Hein. Et quand vous lisez le premier paragraphe de l'introduction du livre des esprits, hein, pourquoi il a utilisé des nouveaux mots, hein, en disant pour des choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Les Anglais, ils étaient partis d'une approche un peu différente, puisque les spirites anglais, en fait, se sont appelés spiritualistes modernes. Hein. Et bon, comme le mot spiritualiste voulait déjà dire plein de choses, Kardec n'a pas voulu utiliser ce mot-là. Il a préféré utiliser un nouveau mot, en expliquant bien la différence, toujours dans l'introduction du livre des esprits. Hein. Tout spirit est spiritualiste, mais tout spiritualiste n'est pas spirit. Hein. Les catholiques sont spiritualistes, mais ils ne sont pas spirites. Ils ne croient pas à la médiumnité, ils ne croient pas en la réincarnation, par exemple. Hein. Donc, il a préféré mettre un nouveau mot. Mais la traduction du mot spirit ou spiritisme en anglais, c'est bien modern spiritualisme. Vous voyez, parce que le mot spiritisme en anglais existait déjà avant 1857, donc là, on a aussi trouvé des traces, mais il avait un sens légèrement différent. Voilà. Donc, voilà comment ça a commencé. Hein. Donc, c'est pas, encore une fois, le livre des esprits, pardon, rassemble les questions et les réponses. Hein. Attendez, j'ai dû faire quelque chose là. J'ai appuyé sur une touche. Données de façon assez universelle, hein, par différents esprits dans différents groupes, et donc qui ont donné ce cours de philosophie qu'on connaît, hein, qui est la philosophie spirit, qui couvre énormément de sujets, notamment toutes les questions existentielles, hein, que sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, et qui, dans son ensemble, est extrêmement cohérente, quoi. Ça fait 35 ans ou 40 ans que je cherche des incohérences dans la philosophie spirit, je n'ai toujours pas trouvé. Voilà. Bon, je ne suis peut-être pas assez pointu pour ça, mais voilà, c'est une philosophie qui existe maintenant depuis 1857. Ben, on va bientôt commémorer les 170 ans. Hein. En 2027, ce sera les 170 ans du livre des esprits et qui est toujours là. Hein. On publie toujours le livre des esprits, alors pas sous sa forme de la première édition, hein, mais sous l'édition définitive qui est venue 2 ans plus tard, en 1860, avec les 1019 questions-réponses. Donc, c'est le livre qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce livre, il a eu pas mal de succès. Le thème était un peu à la mode à l'époque. Comme je vous ai déjà dit, la philosophie à cette époque-là était encore spiritualiste. La psychologie aussi, hein, psycho, âme, logie, étude, donc l'étude de l'âme, étudier vraiment l'âme en tant que euh, euh, entité différente du corps physique. Hein. La philosophie spiritualiste qui était enseignée à la Sorbonne ou dans les lycées était basée sur un philosophe qui s'appelait Maine de Biran. Vous n'avez probablement jamais entendu parler. Même ceux qui font des doctorats en philosophie, ah oui, ça me dit quelque chose. Mais bon, comme Maine de Biran était quand même clairement et ouvertement spiritualiste et que la philosophie aujourd'hui est quand même essentiellement basée sur le matérialisme ou le monisme, hein, si on préfère, disant que la pensée ou la conscience est une sécrétion du cerveau. Hein. Ben, tout ce qui dévie un peu par rapport à cette ligne dominante est un peu mis de côté, hein, malheureusement. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc, toutes les personnes qui avaient étudié au lycée avaient étudié cette philosophie spiritualiste. Il y avait le magnétisme aussi à l'époque, hein, donc le mesmérisme, dans lequel il y avait 2 courants. Le premier courant, c'était les fluidistes, qui disaient que ben,
le magnétiseur, quand il impose ses mains, en fait, c'est quelque chose qui vient de son corps physique qui produit les effets qu'on observe, hein. Et vous aviez un deuxième courant de magnétiseurs qui était spiritualiste et qui disait, ben, quand on observe un somnambule, hein, le somnambule, de temps en temps, il perçoit dans son état de somnambulisme d'autres entités, hein, et arrive à nous donner des informations et des preuves d'identité de personnes défuntes, hein. Donc, par l'observation du somnambulisme, en l'occurrence le somnambulisme médiumnique, là où le somnambule y perçoit les autres esprits, ben, ils étaient arrivés plutôt à ce paradigme spiritualiste, hein, et non pas matérialiste ou moniste. Voilà, donc à l'époque, il y avait une relativement grande ouverture, hein, par rapport au spiritualisme. Il y avait bien sûr aussi l'opposé, comme toujours, hein, Auguste Comte, le positivisme, qui était très matérialiste aussi. Mais au moins, il y avait les deux écoles. Aujourd'hui, c'est l'école matérialiste qui domine, au moins dans les milieux intellectuels, hein, et dès qu'on parle d'esprit à des philosophes ou à des psychologues ou des psychiatres, pour eux, l'esprit, c'est le produit du cerveau, hein. Ce n'est pas une entité à part, comme le considèrent les spiritualistes ou que les philosophes appellent le dualisme, hein. Dualisme, ça veut dire que dans la nature, il y a la matière, hein, du corps physique, du cerveau, mais il existe aussi autre chose qui est l'esprit, qui est de nature différente. Voilà. Et donc, c'est le dualisme qui est le plus proche du spiritualisme. Si vous voulez des détails par rapport à ce genre de questions, on a un frère spirit qui a fait justement un docteur en philosophie et qui a écrit pas mal d'articles sur le sujet dans la revue Spirit, qui sont extrêmement détaillés en citant tous les noms des différents participants, des différents courants, en remontant aussi aux philosophies plus anciennes qui étaient pour la majorité dualistes, hein, et, et constatant aujourd'hui que ben, la ligne dominante est encore la ligne matérialiste dans les milieux académiques et intellectuels, hein, puisque dans la population, plus de 50% des personnes, hein, croient que la vie continue après la mort sous une forme ou sous une autre, donc sont spiritualistes. Voilà. Voilà, donc son livre a eu du succès grâce à tout ça en France, mais aussi à l'étranger, hein. La France, à l'époque, Paris, c'était la capitale culturelle du monde, hein. Donc là aussi, on voit que c'est pas par hasard qu'il a grandi et qu'il a réalisé sa mission à Paris, puisque c'était vraiment l'endroit où il fallait être, hein. Beaucoup de personnes en Amérique latine ou ailleurs, ben, lisaient le français. Donc son livre, il est parti un peu partout dans le monde, hein. Il a eu un bon succès. D'accord? Alors, par la suite, il a bien sûr continué, il ne s'est pas arrêté là. La deuxième publication qu'il a faite, c'était la revue Spirit, qu'il a commencé le 1er janvier 1858. À l'époque, il travaillait toujours encore au Journal d'Univers et à la librairie Pélago, mais il commençait à y avoir un peu de pression parce que, comme ils étaient catholiques, ils se sont rendus compte que Hippolyte Rivail et Allan Kardec, c'était la même personne. Et donc, le malaise, il n'est pas resté longtemps, hein. Un peu plus tard, en 1858, il s'est mis à son compte. Enfin, il a pu survivre de ses économies et puis les revenus qui commençaient à venir du livre des esprits et puis de la revue Spirit, hein, pour pas avoir cette contrainte qui pesait sur lui. Voilà, donc la revue Spirit, il l'a publiée donc jusqu'au numéro d'avril 1869, hein, c'est donc quand il est mort le 31 mars. Le deuxième livre qu'il a publié, alors c'est pas là où on vous met qu'est-ce que le spiritisme, donc juillet 1859, mais en fait il en a publié un autre en août 1858 qui s'appelait Instructions pratiques pour les manifestations spirites. Donc c'est un petit fascicule qu'on trouve encore aujourd'hui, qui était l'ancêtre du livre des médiums,
mais qu'il a remplacé en fait par le livre des médiums qu'il a écrit en janvier 1861, parce que dans ce petit fascicule, il y en avait trop et pas assez, quoi. Hein, ça induisait les personnes à pratiquer la médiumnité, mais ne prévenait pas encore de tous les écueils, de tous les pièges, de toutes les difficultés. Et donc, c'est pour ça qu'il ne l'a pas réédité, mais l'a remplacé par le livre des médiums qui est venu le compléter, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'était son deuxième grand livre. Qu'est-ce que le spiritisme? C'est un petit fascicule qu'il avait écrit en 1859, qui a été révisé et qui, encore aujourd'hui, est un livre qui est très précieux. Je vous ai déjà dit, je crois, si un jour vous êtes invité dans un cercle d'amis ou chez des journalistes ou ailleurs à parler de spiritisme et à répondre aux questions, relisez ce petit bouquin d'abord et vous verrez que 80% des questions qu'on va vous poser, c'est les mêmes qui étaient déjà posées à l'époque. Et donc, vous avez la réponse mûrement réfléchie qu'il avait donnée à l'époque, qui est encore tout à fait valable aujourd'hui. Ensuite, vous avez l'Évangile selon le spiritisme qu'il a écrit en avril 1864. Là aussi en deux versions. Hein, la première version qui s'appelait Imitation de l'Évangile et la deuxième qui s'appelait Évangile selon le spiritisme. Ensuite, Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme qu'il a écrit en 1865 et la Genèse, donc le dernier livre qu'il a écrit, qui a été publié le 16 janvier 1868. Donc, ce sont, vous voyez, 5 livres principaux, hein, Livre des esprits, Médium, Évangile, Ciel et l'enfer, Genèse, qu'on appelle, enfin, que les Brésiliens appellent le Pentateuque. Hein. Ce sont les 5 livres de base qui contiennent en fait la philosophie spirite avec le complément. Alors, il a aussi écrit le spiritisme à sa plus simple expression. Hein, donc, c'est une version aujourd'hui republiée, elle fait 32 pages, donc, où il y a vraiment le résumé de ce que c'est que le spiritisme. Il a écrit aussi un compte-rendu du voyage spirit qu'il a fait en 1862. Donc voilà ce qu'il a réussi à faire donc entre 1855 quand il s'est intéressé au sujet et 1869 quand il est décédé, donc l'œuvre des 14 dernières années de sa vie. Voilà. Et donc il est mort debout, hein, des crises cardiaques, le 31 mars 1869. Il habitait à l'époque à la Villa Ségur, hein, c'était sa maison personnelle, son jardin, quoi, hein, où il passait notamment tous les week-ends. Et c'est en 1860 qu'il a déménagé de la rue des Martyrs, où le local était beaucoup trop petit, vers un autre local, Passage Sainte-Anne, rue Sainte-Anne à Paris, hein, numéro 59 si je me rappelle bien. Et là, pareil, c'est un local qui existe toujours, qui n'est pas Spirit, évidemment, mais où il y avait une grande vitrine. Il y a toute une salle en bas où il avait les livres et où fonctionnait la Société parisienne, où se réunissait la Société parisienne des études spirites. À l'étage, il y a un tout petit appartement et puis il y a encore un sous-sol où il pouvait stocker des livres. Donc, j'ai les plans du local si ça vous intéresse, puisque dans les années 1999-2000, le local était à vendre. Mais pareil, on n'avait pas les moyens de l'acquérir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas à qui il appartient, mais il existe toujours. Et donc le 31 mars, c'était le dernier jour du bail de ce local hein, qu'il louait. Et il prévoyait de déménager la librairie dans un nouveau local qui était rue de Lille, où effectivement la librairie a déménagé. Et lui-même prévoyait de se replier à la Villa Ségur, hein, où il allait construire des petites maisons pour s'entourer de vieux spirites, entre guillemets, hein, et pour pouvoir continuer à travailler, accueillir des gens avec une librairie. Enfin, il avait tout un plan, tout un programme. Mais bon, les esprits ont certainement estimé que sa mission était terminée, et puis donc l'ont fait revenir le 31 mars 1869. Donc il a été enterré d'abord au cimetière Montmartre à Paris. Donc il y a un autre spirit qui a fait des recherches, qui a réussi à trouver où c'était. Le cimetière Montmartre était beaucoup plus grand. Donc là où il y avait sa tombe aujourd'hui, ben, il y a des immeubles, hein, des résidences. Et c'est donc l'année d'après que
qu'a été construit le dolmen, hein, et que sa dépouille a été transférée au cimetière du Père-Lachaise, hein, dans sa tombe, hein, le dolmen qui est la tombe la plus visitée du cimetière du Père-Lachaise et la plus fleurie, hein. Vous pouvez passer là-bas quand vous voulez. Ils enlèvent les fleurs tous les jours, hein, et ben, tous les jours, il y a de nouveau plein de fleurs, et puis vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui y passent. Alors, quand vous restez et vous observez un peu, que vous posez des questions à certaines des personnes qui passent là-bas, qui veulent bien vous répondre, en fait, beaucoup y vont, quand vous allez voir son buste, sur le côté gauche du buste, vous voyez que le bronze, il est vraiment nickel, hein, vraiment très, très propre et très poli. Et en fait, les gens vont mettre la main sur le buste à cet endroit-là pour faire des vœux. Il y aurait cette propriété que les vœux s'exaucent. J'avais rencontré un jour une dame qui était là-bas pour mettre la main et faire le vœu pour que son petit-fils passe le baccalauréat, hein. Quand je lui ai dit, mais vous connaissez Allan Kardec, vous avez lu un de ses livres? Ah non, non. Voilà. À la limite, il faudrait de temps en temps aller là-bas les jours de grande affluence avec quelques livres et puis les distribuer, quoi, hein. C'est un moyen de faire de la propagande. Voilà. Donc, voilà comment ça s'est fait. Voilà qui était ce fameux Hippolyte Léon de Nézarivaille. Magali? Oui, bonjour. J'aurais Bonjour. souhaité savoir si, après la mort de Kardec, il y a eu des recherches pour savoir auprès des esprits, voilà, vous avez émis l'hypothèse que les esprits avaient considéré que la mission de Kardec était finie et qu'il fallait qu'il revienne. Est-ce que ça a été confirmé? Est-ce qu'il y a eu des recherches par rapport à sa mort? Alors, il fallait qu'il revienne dans le monde spirituel, on s'entend, hein, Oui, pas oui, qu'il oui. revienne vers la Terre. Oui, Ben, oui, oui. en fait, la confirmation, elle est là. Il a écrit les 5 bouquins, l'essentiel est dedans. On a vu maintenant dans ces papiers il y a beaucoup de documents originaux qui ont refait surface en 2018, hein, 2 ou 3 000 documents originaux, hein, et dans ces documents-là, on voit les plans qu'il avait. Il voulait écrire un livre aussi sur le spiritisme et le magnétisme. Donc il avait certainement, qui était certainement en train de commencer à concevoir, et il voulait l'écrire justement sur l'avenue de Ségur. Il voulait compléter ces 5 livres par d'autres. Bon, alors ce livre n'existe pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle à la limite moins de magnétisme que de spiritisme. Voilà, et donc les esprits ont certainement estimé que, voilà, et puis il avait une santé quand même assez fragile, hein, puisqu'il avait une inflammation du muscle péricarde, donc c'est quelque chose une maladie qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, mais qui à l'époque amenait à la mort. Il a eu plusieurs crises, hein, donc en 1865 notamment, où il a failli mourir. Donc les esprits l'ont maintenu, hein, et en 1869, bon ben voilà. Alors, des recherches, non, on n'a pas interrogé les esprits sur pourquoi ils l'ont fait revenir à ce moment-là. Pour tout le monde ici sur Terre, pour sa veuve surtout, et les autres spirites, c'était beaucoup trop tôt. Ils auraient bien aimé qu'il reste encore un peu. Bien sûr. Mais bon, quand on voit avec le recul, en fait, l'essentiel était fait, puisque, vous voyez, aujourd'hui, on a 40 millions de spirites de par le monde, hein. Donc, si le message qui devait passer, il a été passé. Et vous en avez d'autres qui sont venus le compléter, ben, les Léon Denis, les Gabriel Delanne, les Chico Xavier au Brésil, hein, qui sont venus construire sur les bases qu'il avait établies. Voilà. Alors, il y a eu des communications signées Allan Kardec. Vous en avez dans la revue Spirit qui a continué, hein, en 1869-70. Il y en a eu d'autres ici ou là, au Brésil ou ailleurs, au cours du temps. Certains de ces messages semblent quand même assez probables et authentiques. Par contre, il y en a aussi eu beaucoup bon, voilà, il y avait la signature de Kardec, mais ça ressemblait vraiment pas à du Kardec. Ou alors, il aurait fallu qu'il change assez profondément d'avis une fois désincarné. Et puis, pour ce genre d'esprit, c'est assez peu probable, hein. Hmm. Voilà. D'accord. Donc, il y a même aujourd'hui, vous trouvez encore des livres, une auteure notamment qu'on a connue, hein, qui écrit des livres soi-disant dictés par Allan Kardec, mais quand vous les lisez, vous vous rendez compte que
Voilà, c'est complètement différent de ce qu'il a écrit de son vivant, donc c'était pas, ça ne peut pas être lui. D'accord. Voilà. Merci. Mais de rien, de rien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà. Bon, je pense que. Alors, dans le détail, là, vous trouverez plus de détails hein, sur notamment ce jugement de notoriété, hein, probablement mort pendant la guerre d'Espagne, comme je vous l'ai dit. La grand-mère maternelle s'appelait Charlotte Beauchard, veuve de Benoît Duhamel, qui a été guillotiné en 1793, pardon, j'avais dit 94. Elle est décédée en 1825, si je me rappelle bien. Donc, c'est peu après que sa fille et son petit-fils et son fils aient déménagé à Paris. Voilà. On parle de Pestalozzi. Là, vous avez tous les détails par rapport à son parcours à Paris, hein, dans son 117 rue de la Harpe. Pour ceux qui s'intéressent, hein, regardez les conférences que j'ai données sur le sujet. Il y a les images avec les plans d'archives et tout qui montrent où était localisé ce 117 rue de la Harpe, hein. Là, vous avez une liste des autres livres et plans qu'il a écrits, parce qu'il contribuait vraiment à l'amélioration de l'éducation, hein. Il apportait des contributions pour les ministres de l'éducation de son époque, hein. Dans le contexte historique, on l'a vu, hein, entre 1804 et 1850, hein, il y a eu plusieurs changements, hein. Il y a eu le Premier Empire avec Napoléon Ier, la chute du Premier Empire, il y a eu la Restauration avec les monarques qui sont revenus. Ensuite, il y a eu une révolution en 1848 notamment, hein, et donc avec Napoléon III qui a été élu président de la République, qui lui-même a fait un coup d'État pour se proclamer empereur en 1850. Donc c'était une période politiquement assez perturbée. Et même, il y avait encore des épidémies de choléra à Paris, il y avait ce genre de choses, hein. Donc tout ça, il a dû les traverser avec lui, son épouse et aussi ben, les élèves quoi, de l'Institut. Il fallait qu'ils prennent les précautions et tout, hein. Le choléra, c'était un peu comme un équivalent qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est le Covid, quoi. C'est-à-dire une pandémie où il ne fallait pas sortir, il n'y avait pas de, hein, beaucoup de gens mouraient, hein. Voilà. Les sociétés savantes, donc vous en avez aussi une liste, hein. Donc on a pratiquement tous les diplômes. Vous voyez, dès 1825, à 21 ans, il était déjà dans une société savante. Et puis là, ben, vous voyez, statistiques universelles, émulation nationale, l'Académie d'Arras, l'Institut historique, même la phrénologie, hein, ils étudiaient la forme du crâne et ils essayaient d'en déduire des choses sur l'intelligence des personnes. C'est pas aller bien loin, quoi, mais ils s'étaient intéressés aussi à ce sujet-là à l'époque. Là, vous avez l'école du premier degré, hein, puis l'Institut Rivail, rue de Sèvres, son épouse. Vous avez, donc tous les détails sont là, hein, si vous en voulez d'autres. Au fur et à mesure qu'on fait des recherches, mais on trouve d'autres choses, hein. Voilà, une banque d'échange hein, avec Maurice Lachâtre. Lachâtre, c'est le fameux dictionnaire Lachâtre, l'encyclopédie Lachâtre. Ben, c'était lui, c'était un ami de Kardec. Lévi Alvarez, qui a écrit, il est co-auteur de certains livres de grammaire avec Lévi Alvarez, qui était un autre pédagogue connu à Paris à l'époque. Voilà. Mais sa mission, c'était pas ça, hein. C'est pour ça que ça n'a jamais vraiment réussi. Puis donc, s'il avait eu du succès avec sa banque d'échange, là, avec son Amazon, il se serait peut-être pas intéressé aux tables tournantes, vous voyez. Donc c'est là où la spiritualité fait que les choses se passent comme elles doivent se passer, quoi, pour maximiser les chances de succès. Et là, ben, vous avez partiellement la transcription de ce qu'il a écrit lui-même sur comment ça a commencé. Voyez, Monsieur Fortier, hein, un magnétiseur qu'il connaissait depuis longtemps, parce qu'il étudiait le magnétisme, en gros, dès qu'il était arrivé à Paris, hein, en 1825, il étudiait déjà le magnétisme. Voilà. Et avec sa première réaction, puis donc, comment il a réagi quand il a vu le phénomène, hein.
Il était dans la position des incrédules de nos jours qui nient parce qu'ils ne voient qu'un fait dont ils ne se rendent pas compte. L'idée d'une table parlante n'entrait pas dans mon cerveau. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et c'est l'année suivante, donc là où il avait vu chez monsieur Patier, Madame de Pleine Maison, voilà, c'est les personnes. C'est là où vous avez le nom de toutes ces personnes qui s'intéressaient à ce sujet à l'époque, rue de la Grange Batelière. Voilà. Mes idées étaient loin d'être arrêtées sur la cause, mais il y avait là un fait qui devait avoir une cause. J'entrevis sous ses futilités apparentes et l'espèce de jeu que l'on se faisait de ces phénomènes quelque chose de sérieux et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir. C'était le tilt, ça fait tilt. Il s'est certainement préparé avant de se réincarner à cette mission-là. Et là, c'était l'événement déclencheur, paf, qui ont fait revenir toutes ces choses, cette préparation qui était inconsciente, revenir tout doucement vers le conscient. Voilà. Observez plus attentivement, vous voyez, la famille Baudin, qui habitait rue de Rochechouart. Et tout ça, ça a été vérifié. On a vu que tout ce qu'il écrit ici, c'est vrai. Par contre, tout ce qui est écrit dans les biographies, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans les biographies qui étaient fausses, notamment celle de Henri Fausse. Mais tout ce que lui dit, là, en cherchant dans les annuaires et tout de l'époque, tout ce qu'il dit, c'est absolument vrai. Voilà. Voilà, et donc comment ils lui ont laissé la place, c'est lui qui dirigeait les réunions chez la famille Baudin, donc du coup c'était plus un jeu, il y avait des finalités beaucoup plus sérieuses, il préparait les questions, il les étudiait, il étudiait les réponses, il les classait, il voyait où il y avait des lacunes, il reposait des questions, il repréparait des questions qu'il posait pendant la séance, enfin il avait vraiment fait les choses sérieusement, quoi. Ça qui a fait que au bout d'à peine 2 ans, il a pu publier son livre des esprits. Voilà. D'autres questions? Alors, mademoiselle Aline C. Voilà, donc ça, c'est une personne chez laquelle il était le 12 juin 1856. On n'a pas réussi à trouver qui est C. C, point de suspension. On a pensé à un moment que c'était Carlotti, comme on a vu au début, mais non, c'est pas Carlotti, puisqu'il n'avait pas de fille. On n'a pas encore réussi à trouver qui c'était. Christiane? Je me demandais si nous avions le droit de divulguer ces écrits-là sur les réseaux sociaux. Ben oui, pourquoi pas. Parce que je vois Dans que les là, œuvres posthumes, elles sont bien divulguées. d'accord. Parce que d'habitude, il y a toujours une barre qui nous dit qu'il ne faut pas divulguer. Mais Non, là, non, non. elle n'y est pas. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Alors, les droits d'auteur, la loi en France, à l'époque, c'était 50 ans. D'accord? Donc, 50 ans après sa mort, donc en 1919, tous ces livres étaient du domaine public. D'accord? Alors, à cause de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, la loi a changé et elle est passée de 50 à 70 ans. Donc, il y a une uniformisation au niveau européen, même mondial, sur ces 70 ans après la mort. D'accord? Ils étaient passés de 50 à 70 parce qu'il y avait les périodes de guerre au milieu et tout. Et là, maintenant, comme on est plus de 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que ça allait redescendre à 50, mais en fait non, ça reste à 70. Donc, vous avez des auteurs comme Léon Denis, par exemple, il est mort en 1927. Donc, ses livres sont du domaine public depuis 1997. Et puis, les Bolzano qui sont morts en 1944, ben, c'est depuis 2014. Vous voyez? Ça ne fait pas si longtemps que ça, mais donc si vous appliquez cette règle, voilà, quand c'est du domaine public, vous avez le droit de les copier, de les publier. Vous n'avez pas le droit de les changer. Si par exemple là, vous changez des mots et vous continuez à dire que c'est Allan Kardec, ça c'est autre chose. On dit que vous changez quelque chose de Victor Hugo, vous continuez à dire que c'est Victor Hugo, c'est ce qu'on appelle une violation du droit moral. Donc vous avez le droit de changer, mais dans ce cas-là, il faut enlever le nom de l'auteur. Mettre votre nom ou un autre nom, mais plus celui de l'auteur original, puisqu'il faut respecter son droit moral. Et ça, là, il n'y a pas de limite par contre. C'est
éternelle, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il avait posé la question en 1856, le 12 juin, avec cette mademoiselle Aline C. Il y avait l'esprit de vérité qui se communiquait déjà à l'époque. Donc, vous voyez, ce n'était pas Baudin, ce n'était pas Jaffé, c'était encore une autre médium. Donc, ça confirme le fait qu'il connaissait, qu'il travaillait avec plusieurs sources. Hein. Je voudrais savoir ce que vous pensez, parce que j'ai entendu dire que moi, j'avais une mission de faire un truc, là. Mais bon, moi, j'y crois pas à cette mission-là. Est-ce qu'ils disent ça pour me flatter, mon orgueil? Est-ce qu'ils disent ça pour... Et puis, l'esprit de vérité, non, je confirme, mais je t'engage à beaucoup de discrétion si tu veux réussir. Tu sauras plus tard des choses qui t'expliqueront ce qui te surprend aujourd'hui. Donc, en fait, qu'il se soit préparé et tout avant de se réincarner, etc. Il ne le savait pas à l'époque. Hein. N'oublie pas que tu peux réussir comme tu peux faiblir. Je pense que c'est une erreur, là, c'est faillir. Il faudra que je vérifie. Je vais le mettre en jaune. Hop. Que tu peux faiblir. Dans ce cas, un autre te remplacerait, car les desseins de Dieu ne reposent pas sur la tête d'un seul homme. Ne parle donc jamais de ta mission, ce serait le moyen de la faire échouer. Elle ne peut être justifiée que par l'œuvre accomplie et tu n'as encore rien fait. En 1856, il n'avait rien publié. Si tu l'accomplis, les hommes sauront te reconnaître tôt ou tard eux-mêmes, car c'est au fruit qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. Vous voyez la réponse que l'Esprit lui a donnée en 1856. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, ben, il ne pouvait pas lui dire, non, non, t'inquiète pas, tu vas réussir. Il ne pouvait pas. Il le savait, hein, l'esprit de vérité, mais il ne pouvait pas lui dire ça, parce qu'il fallait comment dire, qu'il fasse l'effort pour réussir. Hein. Si vous dites à votre fils, non, non, t'inquiète pas, tu auras le bac, ben, il va poser le crayon, il va arrêter de réviser. Hein. Donc on peut pas, il ne pouvait pas donner une autre réponse, quoi. Hein. Alors il disait, ouais, mais moi j'y crois pas. Voilà. Bon, mais bon, si vraiment tu confirmes que j'ai une mission, ben s'il te plaît, aide-moi. Hein, voilà, je réclame votre assistance et celle de bons esprits. Et il répond l'esprit de vérité qui dit, elle ne te fera pas défaut, mais elle serait inutile si de ton côté tu ne faisais pas ce qui est nécessaire. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est alors en plein dans. Hein, il disait exactement ce qu'il fallait dire. Hein. Quelles sont les causes qui pourraient me faire échouer? Est-ce que c'est l'influence de mes capacités intellectuelles, sous-entendu? Non, non, c'est pas ça. La mission des réformateurs est pleine d'écueils et de périls. La tienne est rude, je t'en préviens, car c'est le monde entier qu'il s'agit de remuer, de transformer. Ne crois pas qu'il te suffise de publier un livre, 2 livres, 10 livres et de rester tranquillement chez toi. Non, il te faudra payer de ta personne. Tu soulèveras contre toi des haines terribles, des ennemis acharnés conjureront ta perte. Tu seras en but à la malveillance, à la calomnie, à la trahison même de ceux qui te sembleront les plus dévoués. Tes meilleures instructions seront méconnues ou dénaturées. Plus d'une fois, tu succomberas sous le poids de la fatigue. En un mot, c'est une lutte presque constante que tu auras à soutenir. Et le sacrifice de ton repos, de ta tranquillité, de ta santé et même de ta vie, car sans cela, tu vivrais plus longtemps. Eh bien, plus d'un recule quand, au lieu d'une route fleurie, il ne trouve sous ses pas que des ronces, des pierres aiguës et des serpents. Pour de telles missions, l'intelligence ne suffit pas. Il faut d'abord, pour plaire à Dieu, de l'humilité, de la modestie et du désintéressement, car il abat les orgueilleux, les présomptueux et les ambitieux. Pour lutter contre les hommes, il faut du courage, de la persévérance et une fermeté inébranlable. Il faut aussi de la prudence et du tact pour conduire les choses à propos et ne pas en compromettre le succès par des mesures ou des paroles intempestives. Il faut enfin du dévouement, de l'abnégation et être prêt à tous les sacrifices. Alors, il y a 2 choses. Déjà, bon, il lui dit de façon très claire, hein, tu vas en chier. Hein, je résume. Hein. Et ça, quand vous lisez ce genre de message, c'est plein de bon sens, c'est des conseils d'une sagesse incroyable, écrite par une gamine, là, Mademoiselle C, en tant que médium. Hein, c'est là où on voit, ben, la gamine, c'était juste l'intermédiaire, quoi. C'est vraiment cet esprit-là qui s'est communiqué à travers elle, quoi. Hein. Et donc, il termine par une prière en disant, bon, j'accepte la mission, malgré tout. Hein. Mais aidez-moi, soutenez-moi matériellement, puisqu'à l'époque, il fallait encore qu'il aille travailler chez des catholiques qui lui mettaient la pression et tout. Hein. Et 10 ans plus tard, avec le recul, en 1867, hein,
il a dit, ben, tout ce que l'esprit m'avait dit, c'était vrai. Hein, et il a été trahi d'Ambel, hein, qui était son secrétaire, qui a fait une revue concurrente et qui lui a piqué des communications de la société pour les mettre dans sa revue à lui. Enfin, il a subi toute une série de tout ce qu'en fait l'esprit lui avait annoncé. Hein. Par contre, mais voilà, il a toujours eu cette protection des bons esprits qui était toujours là. Hein. Et à côté de tout ce qu'il a enduré, il a vu enfin, des personnes qu'il avait remerciées parce qu'ils étaient au bord de se suicider, qui, grâce au livre des esprits, ont désisté du suicide. Enfin, il y a eu plein de témoignages comme ça et émouvants euh, comme il le dit, hein, ont compensé 10 fois au centuple les petits inconvénients qu'il a pu souffrir, enfin les gros inconvénients qu'il a pu souffrir pendant sa mission. Et donc tout ça, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui le dit, et c'est publié donc dans les œuvres posthumes. Voilà. Alors après, sur où vient le nom Alan Kardec, bon, il y a les détails donnés par les biographes, mais ça, on n'a pas encore eu de preuves. Hein, il n'a rien écrit sur ce détail-là. Et puis les autres livres. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, Oui. Vincent? Est-ce que Amélie Boudet, donc sa femme, est décédée peu de temps après? Comment ça s'est passé pour elle? Non. Et est-ce qu'il y a des descendants de... Est-ce qu'ils ont... Je crois qu'ils ont élevé une fille avec eux à un moment donné. C'est pas Oui. vraiment... Je sais pas s'ils l'ont adoptée ou pas. Alors, Amélie Boudet, elle est décédée en janvier 1883. Elle D'accord. avait presque 90 ans. Elle habitait Villa-Ségur. Hein. Donc, c'est elle qui avait organisé la Société pour la continuation des œuvres d'Alain Kardec, la librairie. Elle était propriétaire, hein, des livres et de la revue, et qu'elle a apporté dans cette société, hein, dans la librairie qui a fonctionné rue de Lille. Et donc, à son décès en 1883, tout a été hérité par cette société. D'accord? Alors, ils se sont mariés en 1832. Ils n'ont pas eu d'enfants naturels, apparemment. Hein. Elle avait déjà 35 ans, je crois, quand elle s'est mariée. Donc, à l'époque, c'était déjà relativement âgé. Hein. Et ils ont effectivement, on a trouvé récemment qu'ils avaient élevé une petite fille, mais qui n'avait pas leur nom de famille. Hein. À l'époque, les lois ne leur permettaient pas d'adopter, de faire une adoption plénière d'un enfant. Hein. Et donc, c'est certainement, ils avaient fait le office de famille d'accueil pour une petite fille d'une famille pauvre. Mais elle n'a pas vécu très longtemps parce qu'elle est morte en 1855 quand elle avait à peu près 10 ans. D'accord? Donc, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas de descendants. D'accord? Et donc, c'est ça qui a fait qu'à la mort d'Amélie, ben, tout est allé à la société. Et à cette société, bon, il y a eu des arrière-cousins voilà, d'un premier mariage de la mère d'Amélie ou je ne sais quoi, qui ont fait un procès à la société, qui ont réussi à récupérer, à faire annuler l'héritage. Donc ça, c'était déjà en 1895-96, et ce qui a causé la faillite de la société à l'époque. Hein. Mais ils n'avaient pas de descendants, pas d'héritiers. Il y a Laure aussi qui a levé la main. Oui, c'était la même question, pour Ah, savoir s'il d'accord. avait des descendants. Donc, Non, non. Alors après, il y a des spéculations, comme toujours dans ce genre de cas. Il y a un dénommé Marcel Kardec, vous avez peut-être entendu parler, qui dans les années 1920 s'autoproclamait fils d'Alain Kardec. Mais bon, c'était voilà, c'était un farfelu quoi, qui écrivait, ou même, attendez, je me trompe, c'est Marcel Kardec se proclamait la réincarnation d'Alain Kardec. Mais bon, voilà, après, il suffit de comparer ce qu'il écrivait et ce qu'il disait par rapport à ce qu'écrivait et disait Kardec, on voit tout de suite, non, ça ne tient pas. Et il y a d'autres spéculations par rapport à un premier enfant qu'aurait eu Alain Kardec, enfin Hippolyte Rivail, avant de se marier. Mais là aussi, on n'a jamais trouvé d'évidence et de preuves.
Voilà. Et donc, ce qui est surprenant, moi, quand je suis allé au Brésil, en 1900, après, en 60, en 82, ouais, je suis allé au Brésil juste après avoir eu mon diplôme. Ben, les gens parlaient d'Alan Kardec, mais vous ne connaissez pas Alan Kardec? Non. À l'époque, il y avait, au Brésil, ils aimaient bien une chanson de Christophe qui s'appelait Aline. Alors, pour nous, c'était déjà très vieux, quoi. C'était déjà du has-been, quoi. Et là-bas, ben, on l'entendait assez souvent. Et c'est ça qui fait la première question. J'ai dit non, c'était qui un chanteur? Non, non, pas du tout. Et en fait, ils connaissent Alan Kardec beaucoup mieux que nous en France, quoi. Mais bon, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui le connaissent, hein. On pense qu'il est peu connu. Si, si, il est quand même assez connu. Il y a eu un documentaire qui a été fait par un réalisateur qui s'appelle David Fresino. Et donc, le documentaire, il est sur INRES TV. Bon, c'est pas gratuit, il faut payer un peu quelque chose pour le regarder. Je ne sais pas si c'est 5 ou 10 euros, quelque chose comme ça, mais ça vaut vraiment la peine. Et donc, dans ce documentaire, ils interrogent un certain nombre de personnes. Donc, il y a des spirites, hein, il y a notamment Jacques Pécat, hein, du cercle Alain Kardec de Nancy. Et il y a aussi Guillaume Lazara, qui faisait partie à l'époque de l'USFF. Et ils interrogent aussi d'autres personnes. Il y a une médium, hein, qui s'appelle Bernadette Klein. Et il y a un historien dont je ne me rappelle plus le nom et un ethnologue. Et ce qui m'a vraiment surpris, hein, par rapport à tout ce qui a pu être dit et fait sur Alan Kardec un peu plus tôt, hein, ce documentaire il doit dater de 2020 par là, hein, c'est que ben, l'historien et puis l'ethnologue, ils parlent avec beaucoup, beaucoup plus de respect d'Alan Kardec qu'avant. Disons, avant, c'était bon, ben, c'était un farfelu, il a fait un truc qui a fait un feu de paille et qui s'est terminé. Aujourd'hui, ils sont bien obligés de se rendre compte qu'il est toujours là, il y a 40 millions d'admirateurs dans le monde et que donc on ne peut pas balayer ça juste du revers d'une main, quoi. Hein, et c'est même dommage, quoi, parce que on a un Français qui a fait un truc génial, qui est admiré dans plein de pays dans le monde, et puis nous, hein, nul n'est prophète dans son pays, je sais bien, mais c'est dommage, quoi, hein, parce que on devrait s'intéresser un peu plus aux pépites qu'on a eues chez nous, hein. Magali? Oui, est-ce que vous pouvez redire, pardon, j'ai pas eu le temps de noter le nom du documentaire. Alors, le réalisateur s'appelle David Fresino. Il me semble que le nom, c'est Alan Kardec. Mais attendez, on va aller voir. Donc, on va aller sur INRES TV. Voilà, tac. Alors, Si vous avez le Inexplode. lien, Charles, vous pouvez le mettre dans la conversation, s'il vous Oui, plaît. oui, oui. Merci. Alors, est-ce qu'on peut faire une recherche ici? Alors, hop, 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 hop. Pour info, on peut avoir un extrait sur YouTube. Ah oui. Alors, je ne vois pas de... Est-ce que vous voyez quelque part où je peux faire une recherche là-dessus? Vidéo exclusive, des milliers d'heures de programme. Oui, alors, il n'y a pas de lien actif. Si, c'est sur chacun en ce moment. Je m'abonne. Donc, ça va m'envoyer sur des formulaires. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, donc oui, on peut, Ah on est oui. obligé. Bon, il y a moyen, mais je n'arrive pas à le trouver. Alors, attendez. On va changer la TV. Un documentaire Alain Kardec. Hop, voilà. Oui, c'est celle-là, voilà. Donc, c'est Alan Kardec, Une vie avec les esprits. Donc là, vous avez, on va regarder la bande-annonce. Vous entendez le son? Non. Alors, attendez. Il y a pas, vous n'avez pas le son, mais il y a les sous-titres.
Ah oui. Vous pouvez nous copier le lien, s'il vous plaît? Voilà, Pécat, Jacques Pécat et Guillaume Lazara. Avec un acteur et tout, hein. Voilà, Florence Klein, Bernadette Klein, pardon. Voilà. Alors, comment je fais pour partager? Est-ce qu'il suffit que je prenne ce lien-là, c'est ça? Oui, en principe, oui. Allez, je vais vous le mettre dans la conversation. Bon, je vous dis, c'est pas, oula, ça me met un lien bizarre, mais essayez de voir si ça fonctionne. C'est pas gratuit, hein, je ne veux pas faire de pub, mais je vous dis, ça vaut la peine, hein, si vous, Oui, si c'est vous bon, y, c'est bon. Il si y a un vous y extrait un peu plus intéressez. long. Pardon? C'est la bande-annonce, mais il y a un extrait un peu plus long qui dure 9 minutes 49. D'accord. Ok. Et il est sur YouTube, hein, c'est ça? Oui. On a déjà ça, quoi. Donc là, je suis sur Merci. YouTube. Je vais aussi vous mettre le lien. Sur Et celui-là, YouTube, j'ai l'impression il fait il y a aussi une que heure. 1 minute 45. Hein. Alors après, ben, il suffit de cliquer sur regarder, je pense. Ah oui, alors c'est les pubs, je suis désolé. Non, c'est. Ah ben voilà, ça c'est 1h13 là. 1h13. Et vous voyez, bon, après, il faut. Alors, soit vous pouvez cliquer peut-être sur 1 mois d'essai, et ensuite vous vous désabonnez, hein, et vous pouvez le regarder sans payer. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Delphine? Oui, je me posais la question, il n'y a pas une chaîne de TV brésilienne dédiée au spirit? Ah ben non, il n'y en a pas une, il y en a un Il y en millier. a plusieurs. Il y en a un millier. Bon, des chaînes de TV, en fait, c'est des chaînes YouTube, des chaînes Spirit, même des TV qui fonctionnent 24 heures sur 24, des radios, il y en a plein, plein, plein. Mais bon, Oui, c'est en mais, portugais. oui, mais en étant au Brésil, ils n'ont pas une chaîne justement dédiée à ça? Si, il y a par la fédération, la fondation Spirit André Louis, par exemple, a D'accord, une chaîne qui fonctionne 24 heures sur 24, quoi. Hein. d'accord. Enfin, c'est pas. Alors, vous ne les trouverez pas sur les ondes hertziennes. À un moment donné, ils Oui. étaient sur les satellites, mais J'allais maintenant, bon, poser ils la sont question, oui. sur Internet, ouais. Voilà. D'accord. Mais après, c'est ce genre de truc, c'est toujours un peu délicat parce que, par exemple, là, je suis au Portugal. Hein. Quand je clique sur France TV, il me dit, ah, le pays où vous êtes vous donne pas le droit de regarder ça, quoi. On tombe souvent sur ce genre alors, on peut les contourner en mettant comment on appelle ça, des VPN. Hein. Vous dites que ça y est, je suis au Brésil, et puis là, vous pouvez le voir quand même. Mais bon, ça ne marche pas toujours. Voilà. Ce documentaire, moi, il m'a vraiment surpris, hein, parce comme dit, hein, les documentaires ou les livres, hein, par exemple le livre de Marion Aubray et François Laplantine, qui est d'ailleurs cité dans ce documentaire, qui s'appelle La table, le livre et les esprits, il disait un peu n'importe quoi. Hein. Les Brésiliens s'étaient élevés à l'époque pour dire, mais c'est pas possible, vous racontez des choses qui sont manifestement fausses. Ils mélangent le spiritisme avec l'Umbanda. Enfin bon, la fédération avait protesté à l'époque. Hein. Mais aujourd'hui, ce film-là, on sent que les historiens, ils ont beaucoup, beaucoup plus de respect par rapport au spiritisme que ce qu'ils pouvaient avoir il y a encore une décennie. Donc, les choses font leur petit bonhomme de chemin. Voilà, et Alan Kardec est quand même de plus en plus reconnu. Voilà.
Après, vous avez d'autres films qui ont été faits sur Allan Kardec que vous trouverez sur, YouTube aussi, ou chez Jean-Pierre Pipineau, il a quelques DVD encore de l'époque, notamment un film fait par des Brésiliens sous-titré en français avec la biographie de Kardec. Delphine? Oui, autre question. Allan Kardec s'est jamais manifesté, enfin, on n'a jamais eu une manifestation de lui en tant qu'esprit? Si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a eu plusieurs communications signées Allan Kardec, hein, mais alors, il y en a certainement quelques-unes qui étaient originales, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, hein, qui n'ont d'Allan Kardec que la signature. Je vous donne un exemple là, des livres écrits par une auteure que je connais d'ailleurs, hein, qui utilise comme nom Fran Fadier. C'est la pouvoir de la pensée sur la santé physique, quelque chose comme ça. Donc c'est un titre assez qui appelle. Et puis en lisant le livre, ben voilà, il y a 200 pages. Le contenu du livre, Allan Kardec, il l'aurait résumé en un paragraphe. Et vous avez certaines pages où vous avez que des points d'exclamation, des points d'interrogation et des points de suspension. Alors j'ai demandé à l'auteur, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi il y a tous ces points de... Elle me dit, ah, ben, c'est quand il y en a un, c'est que c'est normal, quand il y en a trois, c'est que c'est important, et quand il y en a 7, c'est que c'est très important. Alors bon, c'est pas vraiment le style d'Allan Kardec, vous voyez. Donc il faut être prudent, il faut regarder, quoi. Le sujet, il est peut-être bon, mais voilà, Kardec, il avait son style, il était très concis, il n'y avait pas de blabla. Donc, si on reconnaît ces caractéristiques-là dans les communications, on peut dire effectivement c'est probablement de lui. Si on ne les reconnaît pas, ben voilà, ça fait partie de cette kyrielle de messages signés avec des noms ronflants, même Jésus et Dieu, qui en fait n'en sont pas. Voilà. Alors, donc, oula, il est déjà dépassé d'une demi-heure. On va regarder le programme vite fait, s'il est encore ouvert. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on sera le 9 et on va rentrer un peu plus dans le détail dans la méthodologie et les critères qu'il a utilisés, hein. On a vu qu'il a observé, qu'il a posé des questions, reçu des réponses. On va un peu approfondir cette question-là en comparant notamment par rapport à ce que dit la science aujourd'hui, hein, l'épistémologie ou la méthodologie scientifique. Quelle est l'approche correcte d'un scientifique devant un phénomène nouveau? Et donc, ce sont des concepts qui n'ont été développés que pour la majorité au XXe siècle, hein, mais que Rivail, en fait, avait parfaitement anticipé. Et il y avait notamment il y a notamment un professeur d'épistémologie, de méthodologie scientifique à l'université de Campinas au Brésil, qui a fait toute une étude en montrant que l'excellence méthodologique qu'avait utilisée Allan Kardec dans son travail. Voilà, donc on parlera un peu de ce sujet-là. Et dans 15 jours, donc pour terminer cette introduction, on verra rapidement le contenu de chacun de ces 5 livres. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour un peu mieux apprendre à connaître ce personnage qui n'est pas prophète dans son pays, n'est pas encore prophète dans son pays, mais qui a réalisé une œuvre remarquable et admirée partout dans le monde. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, Merci une excellente semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci. beaucoup. Très belle Merci, leçon, au revoir. très beau cours. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci, Charles.